Bonjour à tous, on va se parler des pervers narcissiques. En effet, Le docteur Bruno Dubos est psychiatre, mais tu utilises l'hypnose, tu es hypnothérapeute, tu es oui, formateur oui, en hypnose et mmh, tu as créé le concept des âges clandestins. oui. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique? On ne naît pas pervers narcissique, mais on le devient. Hmm. Ce qui veut dire que dans le processus de croissance et de développement de cet individu-là, je parle de son processus de croissance et de développement, c'est-à-dire depuis qu'il est tout petit jusqu'à sa croissance et son développement d'adulte, on fait des expériences relationnelles. Et ces expériences relationnelles nous font nous développer, acquérir des compétences relationnelles. Ça va alimenter la façon dont on va être en relation, et donc nos comportements, nos attitudes, et ce qu'on pourrait appeler notre personnalité. Hmm. Et donc ce dont je parle là, c'est pas le résultat qui est donc la personnalité pervers narcissique, mais des mécanismes, des processus, des mouvements qui amènent quelqu'un à rentrer dans ce mode de relation. Ouais. Quels sont les mouvements de vie, les expériences relationnelles qui amènent quelqu'un à développer après toutes ces relations sur un mode bien décrit du pervers narcissique? C'est l'insécurité relationnelle. C'est-à-dire, je ne me sens pas en sécurité dans mes relations avec des tiers, et non seulement je ne me sens pas en sécurité, c'est-à-dire je ne suis pas rassuré par la relation à l'autre, et très souvent je perçois, à la fois corporellement et psychologiquement, dans l'attitude de l'autre, quelque chose qui a à voir avec ma valeur. C'est-à-dire, si on ne m'aime pas, ou si j'ai l'impression qu'on ne m'aime pas, ou si j'ai la sensation dans moi que les tiers qui sont censés m'aider à me développer, c'est souvent les parents, mais ça peut être aussi d'autres tiers, me renvoient le fait qu'ils peuvent ne pas m'aimer, donc me laisser tout seul, donc m'abandonner, ce qui fait venir l'insécurité. Et le deuxième élément qui va avec, c'est s'ils ne sont plus en relation avec moi, c'est parce que je n'en vaux pas vraiment la peine. Ce mécanisme-là qui est fondamental, les pervers narcissiques se développent tous sur ce fondamental. Quand on voit la finalité en termes de personnalité, on peut avoir la sensation que ce sont des gens très sûrs d'eux, très présents, qui peuvent être effectivement dans une attitude de toute puissance, c'est-à-dire je sais, je fais, je suis d'une sécurité absolue, mais fondamentalement, l'expérience relationnelle, ou les expériences, parce qu'il ne suffit pas d'une, ce qui est important, c'est que c'est la répétition de ce même phénomène dans lequel il y a de l'insécurité, c'est-à-dire je peux être tout seul, on peut me laisser, on peut ne pas m'aimer, parce que peut-être je n'en vaux pas la peine. Et cet apprentissage relationnel-là, qui est à la fois quelque chose d'un vécu corporel dans lequel on sent qu'on ne peut pas s'accorder à l'autre depuis tout petit, que ce défaut d'accordage-là crée du désordre et des émotions qui sont pas sympas, des émotions d'angoisse, de peur, etc. Associé à ces pensées sur peut-être c'est parce que je n'en vaux pas la peine, toute la quête du pervers narcissique va être en permanence d'éviter de se retrouver confronté à nouveau à un abandon. Même si, bien évidemment, quand on en parle avec eux, la problématique n'est pas du tout là. Mais fondamentalement, c'est ce qui alimente tout ce qui est décrit dans la littérature, on va dire, qu'elle soit littérature psychologique ou grand public. D'accord. Il s'agit d'une relation donc. Oui, Parce que quand tu parles d'insécurité, c'est relationnel. absolument. Lui tout seul, le pervers, tout seul, lui, elle, hein, Oui. tout seul avec lui-même, n'est pas forcément en Alors, insécurité. il n'est pas forcément en insécurité quand il est lui avec lui. Cependant, il y a toujours fondamentalement cette histoire de doute sur sa propre valeur. Mhm. Et donc en fait, il y a une
quête permanente d'acquérir de la valeur et de la reconnaissance. Ça peut passer par de la reconnaissance dans le couple, ça peut passer par une quête effrénée de reconnaissance sociale, professionnelle, peu importe, pour continuer à alimenter cette, comment je pourrais dire, c'est pas péjoratif ce que je dis, cette espèce de fragilité autour de est-ce que j'ai vraiment de la valeur. Donc tout ce qui va alimenter la perception qu'on a de soi et la valeur qu'on a va être surinvesti parce que fondamentalement il reste quand même un doute sur cette valeur fondamentale qu'on a nous avec nous. Donc cette insécurité, elle débute quand? Alors elle est, dans mon expérience, extrêmement précoce. C'est-à-dire que nos premières expériences relationnelles restent des expériences relationnelles avec nos parents. Les premières expériences relationnelles, elles sont avec la mère, puisque quand un bébé est né, la première personne souvent avec laquelle il se met en relation, le bébé, c'est avec sa mère. Et c'est une relation qui est censée être sécurisante parce que les deux personnes, le bébé et sa maman, se synchronisent corporellement. Et que cette synchronisation-là, ce que les sages-femmes, les médecins savent bien, qu'on appelle le peau à peau, pour renforcer cette synchronisation-là, elle est fondamentale parce que c'est un élément de la sécurité, on va dire, primale ou primaire ou fondamentale. Mais souvent, en tant qu'enfant, les premières sources de sécurité, on les prend encore dans la famille, c'est-à-dire avec ce que on pourrait appeler les figures d'attachement fondamentales, qui sont les figures parentales. Et au fur et à mesure de notre croissance et de notre développement, on va faire d'autres expériences qui vont s'appuyer non pas sur ce noyau fondamental, mais sur des tiers, que ce soit des amis, des parents d'amis, etc., en dehors de ce fondamental-là. Pendant tout ce développement et cette croissance-là, qui démarre depuis petit et qui continue quasiment toute la vie, plus les expériences d'insécurité sont précoces, plus ça va déterminer effectivement notre façon d'être au monde et d'être en relation à l'autre, et d'être en relation avec nous-mêmes, alors que plus elles arrivent tardivement, on a une base sur laquelle on peut s'appuyer qui est différente et qui donc nous permet, comme on pourrait dire, de relativiser, mais on peut relativiser là, parce qu'on a dans nous des expériences qui ne sont pas celles qu'on vit sur le moment et sur lesquelles on peut s'appuyer parce qu'elles sont positives. Donc il est évident que si toutes les relations d'un individu, et notamment le pervers narcissique, sont toutes alimentées par ce même processus-là, ces expériences d'insécurité et de doute sur la valeur sont relativement précoces. Ouais. Maintenant, on ne peut pas dire c'est à 2 ans, à 5 ans, à 10, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est des expériences précoces. Pour qu'elles prennent autant de place après dans la dynamique relationnelle, il faut qu'elles aient été précoces et qu'il y ait peu d'expériences antérieures sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire autrement, en fait. D'accord. Cette dynamique-là se met en place dans une relation. Absolument. Avec une personne particulière, évidemment, donc soit professionnelle, amicale, oui. familiale. Tu veux dire plus tard, après, quand on est dans cette dynamique. Absolument. Quand on est dans cette dynamique, absolument. On reproduit ce schéma-là, en quelque sorte. Et comment ça se colore dans la relation? Alors, effectivement, c'est une question, merci de la poser, c'est une question importante parce qu'on a souvent tendance à ne voir le pervers narcissique que sous l'angle de sa personnalité et sans prendre en compte le fait que pour mettre en place une relation avec ces composantes-là, qui vont être des composantes d'emprise et d'attachement par l'emprise, si on considère que c'est alimenté effectivement par ce que je disais tout de suite de cette insécurité-là fondamentale et de ce doute sur sa propre valeur, il faut bien prendre en compte que pour que cette modalité relationnelle-là se mette en place, il faut qu'aussi en face, la personne qui va vivre cette emprise-là soit elle-même dans des difficultés et de l'insécurité. Au cours du déroulement de la relation, petit à petit, va se développer cette relation d'emprise. Cette relation d'emprise, elle est alimentée par un fondamental qui est si tu ne me plais plus ou si tu fais des choses qui me déplaisent,
je te quitte, c'est-à-dire je t'abandonne. Or, quelqu'un, le tiers, qui reçoit cette information-là, qui est à la fois corporelle et psychologique, un tiers qui reçoit cette information-là et qui lui-même est dans une sécurité et qui n'a aucun doute sur sa valeur, il dégage le pervers narcissique en deux temps, trois mouvements. C'est-à-dire que ça va résonner en lui d'une façon complètement incongrue, complètement hors de propos, complètement hors contexte. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va rompre la relation. Et quand l'autre veut revenir, parce que le pervers, je crois bien que Absolument. son idée, c'est de quitter Absolument. et de reséduire et de quitter. Mais J'ai l'impression. bien évidemment. C'est-à-dire que, là encore, pour que ce phénomène d'emprise se développe, il faut que la personne qui reçoit ce type de relation soit, comment je dirais, preneuse. C'est-à-dire qu'elle adhère à cette dynamique relationnelle. Or, si elle adhère à cette dynamique relationnelle, c'est qu'elle-même est dans ses propres insécurités et que peut-être même elle, en tant que personne, a aussi dans ses expériences relationnelles, personnelles, précoces ou moins précoces, expérimenté cette insécurité et cette espèce d'amour conditionnel, qui n'est donc plus un amour inconditionnel, qui est plutôt sécurisant. Un amour conditionnel, c'est je continuerai à t'aimer et je ne t'abandonnerai jamais, à condition que. Ouais, c'est ça. Et si la victime a elle-même expérimenté ça, la relation peut se développer, puisqu'elle résonne parfaitement dans les deux dynamiques, et la relation d'emprise se construit et se développe. Si j'entends bien, dans une relation normale, avec des parents donc suffisamment sécurisants, dans des liens sécures, comme dirait Bowlby, on a donc un amour inconditionnel et du coup, ça donne des bases de sécurité à la personne. Dans une dynamique autre qui est je t'aime si tu fais ceci ou cela, ou je ne t'aime plus si tu fais ceci ou cela, ça développe des liens qu'on appelle insécures. Oui, je donnerai une petite précision. C'est que il ne faut pas simplement le voir comme une impossibilité ou un défaut de possibilité des parents de sécuriser leur enfant. Ça existe, hein. Il y a des parents qui effectivement installent avec leur enfant cette insécurité relationnelle parce que même sont en difficulté, mais il y a aussi des tas d'autres contextes qui créent les mêmes effets. Je pense notamment à des disparitions, c'est-à-dire un des deux parents disparaît, il meurt, ou un des deux parents part et ne donne plus de nouvelles. Et là, on est exactement dans la même dynamique d'insécurité et d'abandon, sans que pour autant on puisse dire que le parent qui reste a failli. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est pas tant le fait que les parents puissent être défaillants, mais c'est un contexte, et là les contextes sont multiples, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au final, il se produit toujours la même chose, c'est je me retrouve en situation potentiellement de pouvoir être abandonné. Et si je suis abandonné, c'est que peut-être j'ai pas suffisamment de valeur. Si mon père est parti sans donner de nouvelles et qu'il ne me contacte plus, c'est que peut-être il estime que j'en vaux pas la peine. Vous voyez ? Même si la mère qui reste, ou l'inverse d'ailleurs, hein, fait tout son possible pour compenser, pour sécuriser. Vous voyez, donc les contextes sont multiples. Cependant, il y a toujours ces deux mêmes fondamentaux, des liens d'attachement insécures et un doute sur la valeur. Et on entend souvent parler de culpabilité. Absolument. Tu peux nous en parler ? La façon dont se développe une relation d'emprise. Il y a toujours, dans le début de la relation, une rencontre. Même dans le milieu professionnel. Absolument. Sauf, alors on peut dire rencontre aussi, mais tu as aussi la relation d'emprise avec les enfants. On en parlera tout à l'heure. Si oui, oui. Et là, on n'est pas dans une rencontre. Voilà. Mais c'est un peu particulier. Cependant, dans la grande majorité des cas, avant de regarder la finalité de la relation d'emprise, elle démarre fondamentalement par une rencontre de deux individus.
Si on le met à la lumière, non pas de la personnalité, mais des expériences relationnelles, c'est la rencontre de deux individus insécurisés, ayant des doutes sur leurs valeurs, et ayant tous les deux la crainte d'être dans un processus d'abandon. Quand on est enfant et qu'on vit une menace d'abandon, alimentée éventuellement par peut-être je ne suis pas intéressant, peut-être je ne fais pas ce qu'il faut, ils apprennent, ils surdéveloppent, ces enfants-là, une capacité à deviner, anticiper les besoins de l'autre, pour essayer le plus possible de répondre aux besoins de la personne qui est censée ne pas être très sécurisante, dans l'idée que si on répond parfaitement à ces besoins-là, le tiers en face va rester dans le lien. Donc, tous les pervers narcissiques en devenir, et ceux qui le sont des experts dans la lecture des besoins et des attentes de l'autre. Parce qu'ils le font depuis super longtemps et depuis tout petit, et ils savent super bien faire ça. Et ce n'est même pas quelque chose de conscient, ce n'est pas quelque chose de volontaire en disant je vais faire le nécessaire pour, mais ils répondent parfaitement aux besoins de l'autre parce qu'ils cernent, ils sentent là où sont les attentes, parce qu'effectivement ce sont aussi des experts en séduction, parce qu'ils le font depuis tout petit pour les mêmes raisons, c'est-à-dire essayer de se rendre désirable, conforme, pour que l'autre puisse maintenir la relation. C'est pour ça que je parle de relation insécure et de lien d'attachement conditionnel. Donc, ils développent des compétences pour plaire. Donc, ces compétences-là, en tant qu'adultes, elles sont extrêmement développées. Et donc, dans cette phase de rencontre, l'attachement va se faire non pas sur de la séduction et comment on va dire, de l'échange, mais sur une hyper-séduction où le pervers narcissique, on va l'appeler comme ça, va saturer toutes les attentes et les besoins de la personne qu'il rencontre. Dans un premier temps. Dans un premier temps. C'est à chaque fois juste, pertinent, parfaitement adapté, et c'est toujours là où il faut. Comment on repère ça ? Eh bien ça, on ne peut pas le repérer. Tu as toujours cette phase de séduction où les gens s'accordent, se synchronisent. D'accord ? Alors, comment un pervers qui est dans cette peut-être incapacité de se synchroniser à l'intérieur ? Alors, si, il est tout à fait compétent pour se synchroniser dans la séduction. Dans la séduction ? Aucun problème. Mais après, non. Après, on verra que non. Et c'est bien justement là que se pose le problème. Donc, on ne peut pas repérer dans la première phase. Mais c'est non repérable pour n'importe qui. Parce que, bien évidemment, dans cette première phase de la rencontre, il y a cette illumination et cette sursaturation. C'est pour la personne en face, il coche toutes les cases. Oui, c'est ça. Et il sait quelle case il faut cocher. Alors il le sait, c'est pas il le sait, il le sent. Parce qu'il fait ça depuis 20 ans, 30 ans ou plus. Et même dans le milieu professionnel. Ah, mais c'est exactement pareil. On est dans la même dynamique. Donc, cette phase de séduction-là, là où elle est non détectable, parce que tout à chacun, quand on rencontre quelqu'un qui coche toutes les cases, ça fait venir quoi ? De la sécurité et aussi des attentes, d'aller dans ce projet-là, de quelque nature qu'il soit amoureux, sexuel, professionnel, amical, peu importe. Et on ne peut pas le repérer parce qu'on a tous nos attentes. Et que effectivement, dès qu'on rencontre quelqu'un qui répond à cette attente, d'une façon humaine et ordinaire, on se dit waouh. On se dit waouh. C'est ce que j'appelle la lune de miel de la relation du pervers narcissique avec son tiers ou sa victime, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est en même temps une réalité. Pourquoi je dis que j'aime pas trop le terme de victime ? Parce que ça laisse présager que c'est toujours comme ça, et que ça ne peut pas changer. Mais on peut ne plus être victime. Ah oui, d'accord. Mais victime dans une forme de relation. Dans une relation. Cette lune de miel-là, elle dure plus ou moins longtemps,
mais pendant laquelle le pervers narcissique va donc créer cet attachement de l'autre autour d'un projet, de quelque nature qu'il soit, qui résonne parfaitement avec les attentes de l'autre. Et là, d'un point de vue relationnel et même corporel, la synchronisation est extraordinaire. Ce qui, aussi, pour le tiers qui lui-même a des expériences d'insécurité, le fait de vivre une synchronisation parfaite avec quelqu'un qui coche toutes les cases, c'est quelque chose d'extrêmement sécurisant. Et une fois que cette sécurité et que cet attachement-là est installé, là, on rentre dans la difficulté pour une raison simple, c'est que cet attachement-là que le pervers narcissique sent chez l'autre n'est jamais suffisant. Il n'est jamais suffisant parce que lui-même n'est jamais suffisamment sécurisé. Donc, comme c'est un puits sans fond, cette insécurité est un puits sans fond. Donc, cet attachement-là qu'il sent de l'autre ne va jamais être suffisant. Okay. Et qu'il y aura toujours la crainte que ce tiers-là parte et le quitte. Ce qui est inenvisageable, car on le verra, lorsque des pervers narcissiques se font quitter pour de vrai, beaucoup s'effondrent. Okay. Psychiquement. Ils s'effondrent. Okay. Donc, dans cette deuxième phase, il va donc y avoir à nouveau cette insécurité du pervers narcissique sur le fait que cet attachement qu'il sent chez l'autre peut ne pas être permanent. Et donc, va se mettre en place tout un tas de stratégies qui sont profondément dysfonctionnelles pour, petit à petit, créer un isolement relationnel, car cet isolement relationnel-là, c'est pour le pervers une garantie que la relation sera exclusive, car c'est pour lui le seul moyen de se mettre en sécurité. Mais même là, ça ne marche pas, puisque comme cette insécurité s'en fond, même cette relation exclusive ne sera pas suffisante pour le rassurer. Okay. Et donc, en face, donc ce qui se passe à ce moment-là, pour le pervers narcissique, c'est qu'il va mettre en place des stratégies d'amour conditionnel avec le tiers pour l'attacher encore plus. C'est-à-dire, si tu dois être conforme à ce que j'attends de toi, et là je continuerai à t'aimer et je n'aimerai que toi et je ne t'abandonnerai jamais, sauf si tu n'es pas conforme à mes attentes. Et c'est là que se produit le décrochage, c'est-à-dire quelqu'un qui est suffisamment sécure, qui est suffisamment stable, qui n'a pas besoin de rencontrer quelqu'un qui réponde forcément à toutes ses attentes pour être rassuré. Quand il commence à percevoir ça, immédiatement, il arrête la relation. Mais tu es sûr de ça? Immédiatement, parce qu'il faut s'apercevoir de ça. Oui, mais très vite. Tout le monde ne sait pas ça. J'entends bien. Très vite, il va commencer à y avoir ces sensations d'insécurité relationnelle et de défaut de synchronisation. Oui. Et quand on est suffisamment sûr de soi, le premier réflexe ne va pas être de se dire « c'est moi qui peut-être fais quelque chose de pas bien ». Oui, le premier réflexe, c'est de dire « il y a un truc qui Il y a un truc qui ne va pas ». Or, ce qui se passe dans la relation du pervers narcissique avec, entre guillemets, sa victime, c'est que la victime elle-même, étant elle-même dans des expériences relationnelles insécures, son premier réflexe ne va pas être de dire « il y a quelque chose qui ne va pas », c'est « qu'est-ce que j'ai fait de pas bien ». Donc tu dis qu'on est là dans un processus plutôt de retournement de situation, de culpabilisation. Voilà, et que cette culpabilité-là, c'est les pensées que l'on va mettre sur ce que l'on perçoit d'une rupture du lien. Et les pervers narcissiques savent très bien faire ça, ils le font même de façon non consciente, c'est-à-dire qu'ils sont capables de rompre la relation et de se désynchroniser. Donc là, quand tu parles de désynchronisation, en clair, si je comprends bien, on est dans des moments où tout d'un coup, ça devient bizarre, distant. Absolument. Bizarre, distant et froid. Et Et cette froideur-là, qui est une froideur que la victime, entre guillemets, perçoit, c'est en fait, pour le pervers narcissique, en fait, c'est
une rupture du lien, c'est-à-dire qu'il n'est plus synchronisé corporellement, ni émotionnellement, ni dans le lien, c'est tu n'existes plus. Oui, Et regarde ce qui se passe quand tu n'existes plus. C'est ça. Mais rassure-toi, c'est une erreur que tu as faite, tu ne la referas plus, donc tu ne vivras plus à nouveau, jamais, cette expérience-là, tant que tu seras conforme à ce que j'attends de toi. Exact. Voilà. Et que du coup, part de la victime, on parle beaucoup, c'est pour ça que ta question est intéressante, parce qu'on parle beaucoup de cette notion de culpabilité. Et que je sais que beaucoup de thérapeutes abordent bien souvent avec leurs patients ou leurs patientes qui sont dans ces liens d'emprise-là, cette notion de culpabilité. Il faut cependant bien prendre en compte que la culpabilité, c'est une pensée. C'est une façon de penser la relation et c'est une façon de se penser soi. Fondamentalement, dans la culpabilité, c'est « je n'ai pas fait ce qu'il fallait » ou « je n'en fais pas suffisamment ». C'est la valeur qu'on se donne. Et ça, c'est la valeur qu'on se donne. Donc c'est quelque chose de l'ordre de nos pensées. Mais il faut bien prendre en compte que ces pensées-là, on les met sur des expériences relationnelles qu'on fait. Or, cette culpabilité-là, c'est la résultante de la sensation à la fois corporelle et émotionnelle et relationnelle d'une potentielle rupture de lien, et que cette rupture de lien, quand on est petit, si, comme je le disais au début, si ce qu'on pourrait appeler une figure d'attachement rompt le lien, le premier réflexe qu'on a, c'est pas de se dire « il va pas bien ». Le premier réflexe qu'on a, c'est « qu'est-ce que j'ai pas fait de suffisamment bien pour qu'il garde le lien avec moi ». Parce que c'est trop insécurisant de Parce se que c'est dire voilà. que nos parents sont défaillants. Absolument. Ou que le tiers est défaillant. Que le tiers est défaillant. Et donc, forcément, dès qu'on est petit, et tous les thérapeutes le savent bien, le premier réflexe d'un enfant, c'est non pas de remettre en cause l'autre, parce que pour remettre en cause l'autre, il faut être soi en sécurité. Pour pouvoir, comme on pourrait dire, relativiser. Ce qu'il fait là est totalement déconnant. Ça ne va pas, quoi. Mais pour pouvoir faire ça, il faut être soi suffisamment en sécurité. Plus on est en insécurité, moins on a cette capacité à prendre du recul, c'est-à-dire à donner de la valeur aux agissements ou à la façon dont l'autre est en relation. Et le premier réflexe, c'est qu'est-ce que j'ai pas fait de suffisamment bien. Or, la culpabilité, c'est justement ça. Et s'occuper que de la culpabilité, sans s'occuper de ce qui l'alimente, ça prend beaucoup plus de temps. Donc d'abord, tu as des ressentis corporels dans une relation. Quand ça se passe bien, quand les deux personnes sont synchronisées dans le corps, c'est stable, tranquille, chaud, ou ça bouge selon ce qui vient. Absolument. Mais c'est, tu te sens en sécurité. En gros, tu te sens bien. On résume comme ça. Tout à fait. Et ça te permet de penser la relation et de donner à l'autre une valeur de relation bienveillante. Voilà. Tout à fait. Et quand tu es en relation avec quelqu'un qui justement est dans des rapports insécurisants et en insécurité, lui avec l'autre, à ce moment-là, dans le corps, ça fait froid et se sent bizarre. Voire des tensions. Voir des tensions. Ce que les gens appellent du stress, c'est-à-dire quand je suis avec lui, il me stresse. Vous voyez ce truc-là, quand je suis avec lui, il me stresse, c'est typiquement des manifestations, des effets corporels, d'un défaut de fluidité dans la relation. Ok. C'est corporel. Oui. On ressent des choses, c'est avec sensoriel, avec des émotions, dans un contexte, et tu mets des représentations psychiques et des sur pensées. les ressentis. Une fois que les sensations et les pensées sont liées, il suffit de sentir pour penser, mais on peut sentir en pensant, du coup, puisque les deux sont liés. Ton travail est là-dedans. Absolument. Il réunit. Oui. Ok. Donc, si on veut se sortir d'une relation de ce type-là, déjà la prise de conscience qu'à l'intérieur ça se passe mal, c'est peut-être une bonne chose. Alors oui, ça c'est le premier niveau. Toute victime de ce genre de relation dite toxique perçoit toujours le défaut de synchronisation, le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais l'insécurité générée par la relation et par le pervers narcissique qui met en place tout ce qu'on a évoqué précédemment, fait qu'il n'y a plus la possibilité
vu le niveau d'insécurité et de confusion, Mhm. de pouvoir se rendre compte que ce que l'on perçoit qui n'est pas normal ne vient pas forcément de nous, mais de la relation. Mais le souci, il est là. Le souci est dans la représentation psychique. Alors, oui, parce que les sensations, les gens les ont. Oui. Toutes les personnes que j'ai vues et que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans ma carrière vivant ce genre de relation ont tous perçu le décrochage, le moment où on passe de la lune de miel à la menace de rupture, de rupture de lien, avec les effets corporels que ça fait dedans. Mais, compte tenu de toute cette insécurité développementale, il n'y a plus la possibilité de les mettre en résonance avec le contexte et l'autre. Ça devient, c'est moi qui ne vais pas bien. Si je sens ça, c'est moi qui ne vais pas bien. Ce d'autant que bien souvent, si jamais la victime communique avec le pervers narcissique en lui disant « je ne me sens pas bien », qu'est-ce que renvoie le pervers narcissique? C'est ta faute. Avec l'enfance que tu as eue, c'est pas très étonnant. Vous voyez? Et du coup, comme cette insécurité-là, elle est présente pour la victime aussi, forcément, il n'y a plus la possibilité de mettre en lien un ressenti corporel désagréable qui a à voir avec la relation et non pas avec ce que je suis moi. Beaucoup de ces victimes-là ne font plus jamais l'expérience de à quoi correspond une relation de sécurité et de confiance. En restant en relation, qui n'est pas basée simplement sur leurs propres valeurs à eux, mais sur quelque chose d'une relation dans laquelle on peut sentir des effets positifs et de la confiance. Puisqu'effectivement, dans leur développement personnel, ils ont bien souvent expérimenté la non-confiance et l'insécurité. Tu veux dire, quand tu dis dans leur Oui. développement, on parle de vécu. Oui, dans leur vécu, avant le pervers Avant narcissique. le pervers. Et c'est vrai aussi pour le pervers. Le problème, c'est que les pervers narcissiques ne vont jamais en thérapie. Puisque c'est de la faute de l'autre. Et oui, et puis comme il y a cette toute-puissance et que... Ah mais tu nous parles de ça. Alors, qu'est-ce que la toute-puissance? La toute-puissance, c'est une notion que les psychanalystes connaissent bien, puisque c'est décrit à un moment donné dans le développement de l'enfant où il est tout-puissant. C'est-à-dire que il suffit de penser quelque chose pour que ça se produise. On a notre pensée, notre volonté, elle est toute puissante. C'est-à-dire que ce que l'on pense et ce que l'on désire va se produire. Puisqu'on le pense, et donc on est dans cette toute-puissance-là. Même adulte. C'est possible, ça. Oui, mais c'est là qu'est le problème. Va se produire. C'est là qu'est le problème. Ben oui, mais pour un pervers narcissique, ce qu'il pense va se produire. Je vais séduire l'autre et ça se produit. Je vais l'attacher, ça se produit. Je m'arrange pour que tout le monde me considère comme le meilleur, ça se produit. Et chaque fois. Ils sont bien confrontés à des moments... Alors, oui, et c'est bien là qu'est le problème. Quand ils sont confrontés à une impossibilité d'alimenter ça, il y a deux attitudes. La première, c'est effectivement à nouveau une rupture de lien pour essayer de reproduire l'attachement après, c'est-à-dire je t'ai quitté, mais je vais revenir, parce que finalement, non pas, je pense que je n'ai pas été en adéquation avec tes attentes, c'est je suis généreux, je te laisse une chance. La première réaction va donc être la possibilité de faire vivre à l'autre l'expérience de la rupture du lien, mais de revenir sur la même modalité, c'est-à-dire tu as un problème, mais moi je comprends et je te laisse une autre chance d'être à nouveau conforme à ce que j'attends de toi. Ça, c'est la première possibilité. Si en face, la réponse est oui, oui, on va faire ça, parce que j'ai tellement besoin de notre relation que je vais faire tout le nécessaire, on reprend le même processus, qui est donc sans fin, puisque l'insécurité du pervers narcissique, elle est abyssale et elle est sans fin. Ça veut dire lune de miel, voilà, absolument. rupture de lien, oui. Retour lune de miel, voilà. Tout etc. à fait, etc. Montagne et c'est russe. sans fin, les montagnes russes.
Deuxième possibilité, c'est une rupture de lien avec de la colère. Ah oui. C'est-à-dire, et j'aurais même tendance à dire, des colères qui ressembleraient plus, c'est pas péjoratif ce que je dis, à des colères de petits qu'à des colères d'adultes. Puisqu'en fait, la colère ne porte pas sur un désaccord ou quelque chose qui a à voir avec la relation, mais c'est juste sur, si tu ne veux pas être conforme à ce que je souhaite, je pique une colère. Et je me venge. Et je me venge. Et tu vas faire l'expérience de la puissance de ma vengeance. Dans quelle intention? Pour que les choses redeviennent comme elles étaient avant, c'est-à-dire que tu restes attaché et conforme à mes attentes. Donc je te fais du mal. Absolument. Pour que tu reviennes. Pour que tu reviennes. Mais alors. Et donc là, c'est là que se produit tout l'enjeu, c'est que lorsque la personne en face qui vit ça garde suffisamment d'insécurité, elle n'a quasiment pas de choix. L'insécurité liée à l'abandon, plus l'insécurité d'une menace de violence, qu'elle soit psychologique, professionnelle, peu importe. Le combo des deux, abandon et violence, fait que ça annule toute possibilité de créer du changement. Okay. La troisième possibilité, le tiers en question récupère ou développe de la sécurité et se rend compte qu'il y a quelque chose qui est dysfonctionnel. Il rompt la relation avec le pervers, qui va donc utiliser les deux premières stratégies. Si ça n'aboutit pas, c'est une rupture définitive du lien, c'est-à-dire que le pervers narcissique disparaît, ou, enfin, il ne disparaît pas. Il renvoie à l'autre, tu n'existes plus pour moi et tu n'existeras plus jamais pour moi. Ce qui se passe après, c'est soit la nécessité très rapidement pour le pervers narcissique de récupérer un autre type de relation qui ressemble pour se sécuriser à nouveau. S'il n'y arrive pas, il s'effondre. Mais ça n'arrive jamais. D'accord. Ça n'arrive jamais parce qu'il arrive toujours à un moment donné la possibilité, comme on dit, de se refaire la cerise, quoi. C'est-à-dire de remettre en place une autre relation, que ce soit dans le contexte professionnel ou autre. Et comme cette mobilisation de toute puissance est extrêmement forte, elle protège aussi l'effondrement en disant finalement l'autre, c'était vraiment une pauvre fille, elle n'a rien compris, ou un pauvre gars, il ou elle n'a rien compris et n'a pas su saisir l'opportunité que je lui proposais, tant pis pour elle, je vais développer mes talents ailleurs. Ce qui fait que l'effondrement arrive rarement. Et un effondrement, c'est une dépression? C'est une dépression grave, c'est-à-dire c'est une dépression grave dans laquelle on n'est plus rien. On n'est plus rien? Et on n'est plus rien. D'accord, donc le pervers narcissique considère qu'il est quelque chose parce qu'il est en relation, non? Alors, en fait, je pense que fondamentalement, dans mon expérience, le pervers narcissique passe sa vie entière à lutter contre cette menace-là, d'effondrement. C'est-à-dire dans lequel je ne suis plus en lien, je suis tout seul, je suis abandonné, je ne suis plus rien. Et toute sa vie, c'est en fait des stratégies pour lutter contre cette menace-là. Ce qui, pour moi, fait des pervers narcissiques des gens extrêmement fragiles et vulnérables. Même si, quand je dis ça, je ne suis pas en train, entre guillemets, de prendre la défense des pervers narcissiques, je dis simplement que l'on parle toujours du pervers narcissique comme quelqu'un d'extrêmement puissant avec une victime qui est en fragilité. À mon sens, cette représentation-là n'est pas juste. Le pervers narcissique est extrêmement fragile, mais il a mis en place des stratégies qui fait que ça ne se voit pas et qu'il ne contacte jamais ces fragilités-là, à l'inverse des victimes qui, elles, sont dans cette fragilité-là, mais qui la contactent tout le temps. C'est pour ça que ces relations d'emprise sont si difficiles. Il est illusoire de considérer que parce qu'on connaît tous ces mécanismes-là, parce qu'on est capable de les décrypter, de les penser, voilà, et de les réfléchir,
que le problème est réglé. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les effets de la rupture de lien, avant d'être psychologiques, ils sont dans le corps et dans les émotions. Et quand on vit une menace à nouveau d'abandon, avec les effets émotionnels, sensoriels que ça induit et que ça alimente sur des expériences personnelles qui se mettent en boucle, dont parfois même on ne se rappelle même plus, mais qui existent dans nous, quand ça survient, on ne peut plus penser. Ah oui. Sur le moment, on ne peut plus penser. Ah oui. Donc, ce qui veut dire qu'à mon sens, dans le travail thérapeutique, il y a à la fois et je ne conteste pas cette nécessité de cette nouvelle narration, cette réécriture du scénario de ce que l'on vit avec un pervers narcissique, c'est-à-dire comprendre les mécanismes et tout ça, mais ce que je dis simplement, c'est que ça ne me semble pas suffisant et que du coup, il me semble important aussi que les gens apprennent à limiter ou à atténuer dans eux les effets de ces liens d'insécurité qui, dans la grande majorité des cas, ne sont pas alimentés seulement par le pervers narcissique, mais prennent des racines dans leurs expériences antérieures, personnelles, et que ces liens-là et ces effets-là de ces relations antérieures sont toujours dedans. Parce que quand on fait une expérience agréable ou désagréable, elle reste à l'intérieur. Donc, je peux prendre un exemple tout simple. Une personne qui fait petit l'expérience de l'abandon d'un de ses parents, même s'il s'en est remis psychologiquement et tout ça, et il y a plein de gens qui s'en remettent, ça n'empêche qu'à l'intérieur, l'expérience du vécu du premier moment où mon père n'est plus là, je ne sais pas où il est, et il ne va plus revenir, avec les effets sensoriels, émotionnels et les pensées qu'on met dessus, cette espèce d'expérience, encore une fois, primaire, fondamentale, qui peut d'ailleurs se répéter dans le temps, elle reste à l'intérieur. Et donc elles se mettent forcément en résonance avec le vécu qu'on a avec le pervers narcissique. Et donc on a beau tout décrypter, tout connaître, tout penser, si on n'apprend pas à limiter ou à modifier les effets corporels et émotionnels de ces expériences d'abandon-là, eh ben, on continue à vivre l'expérience d'abandon pleinement et que notre pensée, elle est débordée. C'est-à-dire que sur le moment, on ne peut rien faire. Après, on se dit, ben oui, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. On commence à réfléchir et on recommence à réfléchir de façon ordinaire jusqu'à ce qu'à nouveau se produise une nouvelle expérience qui remet la confusion. Quand est-ce que commencent les dévalorisations dans la relation? Dans la relation, les dévalorisations, ben, ça dépend en fait, j'aurais tendance à dire, de l'insécurité du pervers narcissique. C'est-à-dire que plus cette insécurité est grande, et plus la lutte donc, contre l'effondrement et l'abandon est nécessaire et fondamentale, plus les dévalorisations vont arriver tôt. Bon, alors comme ça, on est fixé au moins. Et que ce qui est sûr, c'est qu'elles arrivent toujours à un moment ou à un autre, mais elles peuvent arriver très tôt. Moi, j'ai vu des patientes ou des patients commencer à faire ces expériences-là au bout de 15 jours de relation. Comment est le type d'attachement dans ce type de relation-là? Ce que l'on met sur le terme d'attachement est très différent selon les personnes qui en parlent. Cependant, ce qu'on peut dire, c'est que d'une façon naturelle, et là effectivement on peut reprendre à la fois les travaux de Bowlby, mais aussi ceux de Porges sur la théorie polyvagale, qui parlent aussi de la notion d'attachement, l'attachement est naturel, c'est-à-dire que ce qui nous fait nous développer, croître, ce sont des liens affectifs dits d'attachement, c'est-à-dire que la personne avec laquelle on est en lien et qui nous aime, on l'aime aussi, et du coup on a envie de garder ce lien d'amour réciproque qui nous attache. Mais il ne faut pas le voir d'une façon péjorative, car en tant qu'être humain, on passe notre temps à développer des liens d'attachement, et c'est sur ces liens affectifs d'attachement qu'on se développe et que l'on croit et qu'on devient autonome. Ce qui peut paraître bizarre, c'est pour ça que quand je parle d'attachement, il ne faut pas le voir de façon péjorative, l'attachement en sécurité crée l'autonomie. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de cette personne auquel on est attaché tout le temps
pour se développer. On sait qu'il nous aime, on l'aime, et que ce lien-là, c'est un lien d'attachement avec lequel on se sent en sécurité, l'autre se sent en sécurité, et il n'est jamais remis en cause. C'est ce que j'appelle effectivement l'amour inconditionnel. Les parents aiment leurs enfants de façon inconditionnelle. Même quand ils font les pires bêtises, ça reste leur enfant. Ils peuvent être super en colère, ils peuvent leur en vouloir d'avoir fait des trucs, mais ce qui n'est jamais remis en cause, c'est l'amour. C'est l'amour. Donc quand je parle de lien d'attachement, il ne faut pas le voir comme un truc où on est attaché. C'est quelque chose de dynamique et de positif sur lequel tout être humain se développe et est dans son processus personnel de croissance physique, car on sait que des défauts d'attachement peuvent créer des altérations du développement corporel. On le voit avec des enfants qui ont été abandonnés, ou les études qui ont montré, notamment dans certains orphelinats où les enfants n'étaient pas, où ils se développent même physiquement, ils ne se développent pas, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas marcher. Donc le développement physique et neurologique peut être altéré par un défaut d'attachement. Donc il ne faut pas voir l'attachement de façon péjorative, mais comme quelque chose de positif qui est mutuel. C'est-à-dire que quand c'est sécure et tranquille, un lien d'attachement rassurant, c'est un lien d'attachement dans lequel on aime l'autre, l'autre nous aime, et on n'a pas de doute sur la nature de cet amour ni sa pérennité, et que c'est suffisamment sécurisant pour qu'on puisse être avec l'autre et avoir envie d'être avec l'autre, mais aussi d'être sans lui, parce qu'on sait qu'il est là quoi qu'il arrive, et que s'il y a un souci, il sera là, mais il n'a pas forcément besoin d'être là. Et ça amène à l'autonomie. C'est des liens d'attachement qu'on appelle des liens de sécurité, dans lesquels, effectivement, il y a de la synchronisation corporelle, des émotions positives, et on met dessus des pensées sur la relation et sur l'intention de l'autre. Comme on sent des effets positifs et rassurants de cette relation, on attribue aussi à l'autre des pensées qui sont des pensées bienveillantes. Il est là pour m'aider, pour me protéger, etc. Peu importe. Et c'est comme ça qu'on se développe. Et c'est aussi ce qu'on fait dans nos relations amoureuses quand on fait nos premières expériences amoureuses. Et le chagrin d'amour dont on a parlé, c'est une rupture du lien d'attachement qui provoque... C'est pas pérenne. Dans les relations amoureuses, c'est pas... C'est pas pérenne, mais on est suffisamment rassuré parce qu'on a vécu des relations affectives qui peuvent être pérennes. Oui, donc des relations aux parents peuvent être pérennes, des relations à des tiers peuvent être pérennes, des relations à des grands-parents peuvent être pérennes, peu importe. C'est ce qu'on appelle la permanence du lien de sécurité. Et cela, c'est pas vrai dans les relations amoureuses. Mais qu'est-ce qui nous permet de ne pas nous effondrer systématiquement quand on est dans une rupture de lien amoureux, ce qui ne veut pas dire qu'on peut être très malheureux, mais il y a une différence entre être très malheureux, s'effondrer complètement, ne plus valoir rien, ne plus exister parce qu'on vient d'être quitté. C'est ça. C'est pas la même chose. C'est ça l'effondrement. Et oui, chagrin d'amour n'est pas un effondrement, c'est une dépression grave où on ressent des choses très douloureuses qui ont à voir avec une rupture d'un lien d'attachement qui est différent. Et ce qui nous permet souvent de passer cette étape-là, donc des ruptures de liens amoureux qui sont aussi des liens d'attachement, c'est effectivement qu'on peut s'appuyer sur des choses qu'on a vécues avant, qui, elles, sont permanentes et sécures. Donc, je dirais que ça, c'est les liens d'attachement ordinaires avec lesquels on se développe. Mais il y a aussi des tas de contextes dans lesquels on peut avoir des liens d'attachement, ce que j'appelle des liens d'attachement insécures, je ne suis pas le seul à le dire, Bill dit aussi, Porges aussi, avec à chaque fois ce qui se passe, c'est que j'aime l'autre, j'y suis attaché, l'autre m'aime, mais je sens qu'il pourrait ne plus m'aimer. Donc là, on n'est plus complètement dans la même permanence. Qu'est-ce qui nous permet d'avoir des doutes sur le fait que l'autre puisse ne plus nous aimer? C'est si à un moment donné dans la relation il se fige, si dans la relation il est plus synchronisé, ou s'il se met à aller mal alors que nous on essaye d'aller vers et de le rendre joyeux. Je pense que tu sais, il y a eu des expériences qui ont été faites avec des nourrissons et des mères à qui on demandait de n'avoir aucune expression et de se figer immédiatement. Ça met le nourrisson dans une insécurité majeure. Donc il va mettre en place des tentatives pour créer le lien. Donc on parlait tout à l'heure du pervers narcissique qui sait parfaitement bien lire
quelles sont les attentes et les besoins. Le nourrisson va essayer de repérer et de répondre aux attentes et aux besoins de sa mère qui ne bouge plus. Et si ça continue, il tombe dans une dépression ou une léthargie. Et on est dans une situation de pré-effondrement. D'ailleurs, d'un point de vue éthique, c'est très discutable comme étude. Ah non, je suis d'accord. Parce que faire vivre à des nourrissons cette expérience d'abandon me semble extrêmement critiquable. Mais on ne va pas refaire l'histoire. Dans des liens insécures, très souvent la culpabilité est présente, puisque si l'autre n'est pas en lien avec nous alors qu'il nous aime de façon inconditionnelle, c'est qu'on a fait des trucs pas bien. Donc c'est là où notre pervers va intervenir avec la dévalorisation, en Absolument. plus de la désynchronisation. Oui. Et la question qui vient dans ces cas-là, c'est... La dévalorisation, elle a à voir avec un lien d'insécurité, mais pas que. C'est-à-dire un lien d'attachement, mais conditionnel. Oui. C'est-à-dire, je continuerai à t'aimer si tu es conforme à mes attentes, mais sache que tu vas devoir faire d'énormes efforts pour répondre à mes attentes, parce que tu es très en deçà de mes attentes. Sympa. Et donc, ça, être très en deçà de mes attentes, c'est la dévalorisation. C'est-à-dire, tu n'arriveras jamais à, mais essaye quand même. Donc, comment est-il possible qu'il pense comme ça? Qu'il pense qu'en dévalorisant, en faisant mal, tu vois, en torturant, parce que c'est une histoire de torture. Mais il faut bien aussi prendre en compte que le pervers narcissique a ses propres expériences d'abandon et de dévalorisation. Donc il pense lui. Donc c'est même pas penser, c'est-à-dire que se met en place une façon d'être en relation et au monde dans lequel, quand soi-même on se pose des doutes sur sa propre valeur, la crainte que l'autre parte va donc être de lui enlever toute valeur pour qu'il ne parte pas. Comment se peut-il qu'il va penser qu'en dévalorisant l'autre, en lui faisant du mal, il va s'attacher, parce que tu m'as dit tout à l'heure, alors, oui. On s'attache. Alors, c'est même pas penser, ça se fait tout seul. Mais effectivement, mais quand même, il s'en rend compte, non. Non, parce que ces expériences fondamentales, elles ont aussi été faites sur cette base-là. C'est-à-dire que lui-même a vécu ça, a fait l'expérience de cet attachement conditionnel. Quand on parle de lien d'attachement sécure, il y a un mouvement, c'est-à-dire que moi, je vais vers l'autre dans ce lien affectif, l'autre vient vers moi dans ce lien affectif, et on s'attache ensemble. Ça, le pervers narcissique ne l'a pas appris et ne l'a pas expérimenté dans sa vie à lui. Donc lui, il ne s'attache pas à quelqu'un. Non, il attache quelqu'un. Parce que depuis qu'il est petit, très souvent, comme je disais, le réflexe, c'est d'attacher l'autre pour qu'il nous aime un peu, quoi. Ils ne savent pas faire autrement. Ils ne sont jamais dans des liens d'attachement mutuels. D'accord. Ils s'attachent l'autre pour pas qu'il parte. Parce que s'il n'attache pas l'autre, il est possible qu'il parte. Donc ils ont peur de leur propre vulnérabilité. Oui, absolument. Dans toute relation, on avait vu ça ensemble pour le premier article sur le couple et l'amour. Dans toute relation amoureuse, il y a une part de vulnérabilité. Absolument. Sauf que là, oui. Cette vulnérabilité-là, elle mène à l'effondrement. Comme je disais, le but ultime de tous les pervers narcissiques, c'est d'éviter à un moment donné dans leur vie entière, pas de leur naissance, parce que ça n'arrive pas, comme je l'ai dit, on ne naît pas pervers narcissique, on le devient, mais du moment où ces processus-là se mettent en œuvre jusqu'à leur mort, ils luttent contre la menace d'effondrement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les personnes avec lesquelles ils sont en lien partent. Donc, on ne va pas mobiliser de l'attachement réciproque, on va les attacher pour qu'ils ne partent pas. Mais en face, il faut qu'il y ait quelqu'un qui réponde et qui soit suffisamment insécurisé pour se dire je vais répondre à tes attentes pour ne pas être dévalorisé, pour ne pas subir la violence, pour ne pas être abandonné, parce que j'ai moi-même des doutes sur ma valeur, et donc forcément. Et donc il faut qu'il y ait vraiment cette conjonction des deux. Alors ça peut sembler bizarre, mais effectivement, on n'est pas, le pervers narcissique n'est pas dans la dynamique d'aller à la rencontre et de partager. Il faut qu'il attache l'autre. Parce qu'il ne sait pas faire autrement.
On est Oui, tu dans des expliques, hein, on n'est défauts. pas en Ben train oui, de dire le pauvre, machin. absolument. Alors oui, le pauvre, mais la victime Mais aussi. la victime, elle est aussi en Ouais, difficulté. c'est Et ça. que, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est important, encore une fois, même si ça, à mon sens, n'est pas suffisant, que les victimes qui vivent ça aient accès à cette lecture-là, parce qu'elle est présente dans 100% des cas. Ouais. Que se passe-t-il quand la victime ne cède pas? Tu vois? Eh ben, c'est On ce que je menace, disais tout à etc. l'heure. Ce que je disais tout à l'heure, il y a trois stratégies. La première, c'est de reproduire le phénomène à nouveau, c'est-à-dire on repart dans une phase de séduction, mais une séduction qui est particulière, dans laquelle c'est à nouveau répondre aux attentes de l'autre. Donc c'est ce que bien plein des victimes décrivent. Il a été épouvantable, puis là, je lui ai dit, et puis là, il est devenu adorable, jusqu'à ce que Ça recommence. se reproduise l'insécurité et le truc se reproduit. La deuxième stratégie, c'est je vais te faire vivre l'expérience de la rupture de lien et de l'abandon. C'est-à-dire je boude, je coupe la relation, je suis plus là, et tu vas vivre un truc épouvantable, et ça va te faire comprendre à quel point tu as intérêt à rester dans ce que j'attends de toi. Ça, c'est la deuxième possibilité. Cette rupture de lien, elle peut prendre plein de façons différentes. Ça peut être je te regarde plus, comme on dit, je te calcule plus, tu n'es plus là. Ça peut être sous forme de colère, mais qui aboutissent toutes à la même rupture de lien, c'est-à-dire tu n'existes plus. Que ça soit sous forme simplement de rupture de lien ou de colère épouvantable. Dans cette notion de colère épouvantable, ce qui est derrière aussi, c'est à la fois l'abandon et la violence. Le pervers narcissique peut être violent. Oui. Parce qu'effectivement, si l'autre ne répond pas aux attentes, ça réactive cette angoisse fondamentale d'abandon, qui donc peut aboutir à de la violence, à des menaces. Et c'est pour ça que quand on parle de ça, je ne suis pas en train de dire les pauvres, je dis que ce sont des personnes extrêmement fragiles et qu'on a souvent tendance à les présenter comme des gens pas fragiles alors qu'ils sont épouvantablement fragiles. Cependant, c'est un réel problème majeur, car ça peut aboutir, cette rupture de lien, elle peut prendre plein de formes différentes dans lesquelles il peut y avoir de la violence et de la menace pour remaintenir l'attachement. Et du coup, si en face il y a de la résistance, c'est-à-dire je romps le lien, ça peut aller effectivement après jusqu'à de la menace, de l'intimidation ou de la violence. Je pense d'ailleurs que certains féminicides obéissent, alors probablement pas tous, mais certains féminicides obéissent à cette dynamique-là. C'est-à-dire, tu ne peux pas me quitter, parce que si tu quittes, je m'effondre, mais si tu meurs, je ne m'effondre pas, parce que tu ne m'as pas quitté, en fait. Ah! Oh là, c'est compliqué ça. Ben non, tu ne m'as pas quitté, j'ai Donc mis c'est fin à ta vie. pire pour C'est une eux. toute-puissance. Ben oui. C'est pire pour eux d'être quittés. Oui, que de tuer. Quand cette insécurité, cette toute-puissance-là devient trop importante, c'est en dehors de moi, tu ne peux pas vivre. Car tu ne peux pas vivre sans moi. Et en face, eh ben si, je vis très bien sans toi. C'est insupportable. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre non plus à la légère, et je ne suis pas encore en train de dire que tous les pervers narcissiques sont tous des meurtriers en puissance. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement que cette violence-là, qui est très fréquente, qu'elle soit psychologique, elle est souvent psychologique, parfois psychologique et physique, mais dans les cas extrêmes, elle peut aller jusqu'à de la violence qui menace l'intégrité physique de la personne en face. Ça peut être aussi au niveau du travail des stratégies pour dévaloriser, pour blacklister la personne, pour l'humilier, pour la mettre, pour que tu vois, si tu n'es plus attaché à moi, regarde ce qui se passe. On n'est plus dans un je vais te séduire pour que tu aies envie de rester, parce que les pervers narcissiques ne connaissent pas ce mode de relation, parce qu'ils ne l'ont pas eux-mêmes expérimenté. Donc on ne peut être que dans un lien où on va tenir l'autre. Ok. Et donc, on tient l'autre de toutes les façons. Et donc, pour finir, si jamais la personne en face finit par rompre la relation en disant je te laisse avec tes trucs et voilà, et bien effectivement, le réflexe souvent, c'est tu n'existes plus,
et ne songe même pas à un moment à me recontacter, en laissant souvent l'idée que ben, peut-être la vie de la personne qui part, elle va être plus difficile sans qu'avec, que ça soit au niveau professionnel, amoureux ou autre. Sache que, ok, tu me quittes, mais ta vie va être beaucoup plus problématique sans moi qu'avec moi. Pourtant, ils essayent toujours d'être la bonne personne. Oui, sauf quand, en face, ils sentent bien que ce lien d'attachement et d'emprise, là, ne fonctionne plus. Et comme il y a cette lutte fondamentale contre cet effondrement d'abandon-là, eh ben, c'est elle n'a rien compris, ou il n'a rien compris, il ne me, ou elle ne me mérite pas, et je vais aller reproduire exactement la même chose avec quelqu'un d'autre. Ok. Comment ça se passe avec les enfants? Quand il y a un parent qui est dans ce fonctionnement-là, il va mettre en place les mêmes types de stratégies, c'est-à-dire un lien d'attachement conditionnel. Un lien d'attachement conditionnel, donc qui crée beaucoup d'insécurité chez les enfants. La deuxième chose, c'est que c'est aussi source de parentification. C'est, tu vois à quel point je vais mal, moi parent, c'est en partie de ta faute, donc fais le nécessaire pour que j'aille mieux. Et les conséquences sur les enfants dans ces cas-là? Eh ben, c'est la possibilité pour ces enfants de se développer sur un fond d'insécurité, puisque la personne qui est censée nous protéger ne nous protégera que si on est conforme, et même des fois elle nous renvoie qu'elle ne peut pas nous protéger puisqu'elle est trop faible et que c'est à nous de la remettre sur pied. Et donc ça crée de l'insécurité, parce que là encore on ne sait pas, chaque individu est différent et chaque enfant est différent, et ça dépend aussi beaucoup de ce qui se passe autour. On ne peut pas simplement réduire un enfant à il a un papa et une maman et puis c'est tout. Non, il a un entourage. Il a un entourage, et que ça dépend beaucoup de l'entourage. Et que je vois, moi, plein de patients ou patientes qui ont eu des parents qui sont dans cette dynamique-là et qui ont pu s'appuyer sur des liens de sécurité avec un grand-parent, avec, je sais pas moi, le père d'une copine, etc., sur lequel il y a eu la construction quand même de liens d'attachement sécures qui viennent un peu étayer, voilà, absolument. Etc. Mais si on prend dans l'absolu, effectivement, ça crée de l'insécurité. Donc au niveau affectif et dans les relations futures, il peut y avoir ce fond d'insécurité qui reste. Et aussi, quand on est parentifié, on s'occupe du parent, mais quand on s'occupe du parent, on ne développe pas sa propre croissance personnelle. C'est-à-dire que en termes de relations amicales, en termes d'ouverture sur le monde et ailleurs, quand on est centré sur le parent qui ne va pas bien, on ne peut pas en même temps être centré là et puis s'ouvrir. Ça peut aussi altérer cette fluidité qu'on a dans les relations et dans la capacité qu'on a à découvrir le monde, à être en relation avec les autres. Alors ça peut prendre plein de formes, de timidité, de réserve, de doute sur, encore une fois, sur sa propre valeur. Mais là encore, on ne peut pas faire d'équivalence fondamentale, parce que même si tout ce dont on parle là existe, c'est à colorer, c'est à colorer par le contexte relationnel dans lequel sont les gens. La question que beaucoup de gens se posent, j'imagine, c'est est-ce qu'un enfant qui a vécu ce type de relation va développer lui-même ce genre de comportement? Alors la réponse, elle est claire, elle est non. Ok. Elle est non. Pourquoi? Parce que certes, oui, ça peut, oui, mais ça dépend du contexte environnemental, relationnel dans lequel évoluent ces enfants-là. Mais il est clair qu'un enfant qui vit ce truc-là, qui a un environnement qui n'est pas suffisamment sécure et qui va développer ses années de vie et puis jusqu'à l'adolescence et en termes de jeune adulte dans un contexte insécurisé de ce type-là, a de fortes possibilités de reproduire. Alors c'est non, c'est un peu oui quand même. Oui, mais ça dépend vraiment du contexte. Ouais, c'est ça. Et pourquoi je dis non? Parce qu'il ne faut pas faire une équivalence. Mes parents ou un de mes parents étaient comme ça, donc je suis comme ça. Ça, c'est pas vrai. Ça peut arriver, mais encore une fois, plus il y a autour un contexte qui permet de redévelopper ces expériences et ces liens affectifs d'attachement
en sécurité, c'est éminemment protecteur contre ce... Mais ce qui est clair, c'est que les pervers narcissiques n'ont pas eu cette chance. Ça augmente aussi les possibilités, j'imagine, de rencontrer dans ces relations futures, amoureuses, amicales, professionnelles, ce type de relation quand soi-même on a vécu des liens insécures, voire carrément avec un parent ou un pervers narcissique. Absolument. C'est-à-dire que comme c'est quelque chose en tant que victime qu'on connaît, parce que ça c'est l'autre aspect de la médaille, il y a perception du pervers narcissique, mais il y a aussi le pendant relationnel qui est la victime. En tant que victime, quand on a fréquemment expérimenté ce genre de relation profondément insécure, c'est en même temps quelque chose qu'on connaît. Et donc, comme on connaît, on va beaucoup plus facilement dedans parce qu'on connaît et qu'on en a l'expérience, ce qui peut sembler bizarre, parce qu'on pourrait se dire, mais si on a l'expérience de choses désagréables, on devrait les éviter. Mais, encore une fois, quand on a appris à essayer de se mettre en sécurité avec un truc pas sécurisé ou des relations pas sécurisantes, eh ben, on sait essayer de se mettre en sécurité, avec des contextes pas sécurisants. Donc, ben, après, on sait faire. On sait faire. C'est-à-dire qu'on sait être en sécurité relative dans des contextes insécurisants. Ce qui fait qu'on a tendance à reproduire les mêmes schémas. C'est ça. Parce que c'est quelque chose qu'on connaît. C'est ça. En général, quel profil, en gros, hein, c'est pas un profil, mais quel type de personne va choisir le pervers narcissique? La manipulation, elle n'est même pas pensée, elle est automatique, qui est, ce qu'on disait tout à l'heure, attachée. Donc, en termes de profil, les pervers narcissiques vont naturellement aller vers des personnes dont ils sentent, sans même la conscientiser, des points de vulnérabilité qui peuvent être rassurants pour eux. Puis ils le voient, je pense. Et ils le voient. Ils le testent, c'est-à-dire et ils le testent. Alors, on ne peut pas savoir à l'avance comment va se comporter quelqu'un. Non. Donc c'est face à certains comportements, certaines paroles, l'autre réagit ou pas. Voilà. Et donc en fait, on pourrait dire, il n'y a pas de surhomme ou de surfemme, et on a tous nos fragilités et nos failles. Oui, bien sûr. Ce que je veux dire simplement, c'est que fondamentalement, dans l'absolu, le pervers narcissique va aller vers des personnes dont il va sentir ces failles-là. Mais comme je disais, on en a tous et toutes. La différence, elle va se faire non pas dans la phase de séduction, puisque celle-là, je dirais qu'elle est commune à toute rencontre, on se fait avoir. Et c'est inévitable. Le pervers narcissique va commencer à montrer son insécurité, mais il ne va pas la montrer en tant qu'insécurité. C'est, tu sais, ce que tu fais là me plaît moins qu'avant. Ça commence comme ça, en fait. Ou, ouais, l'autre fois, on a été manger au restaurant, c'est la première fois que tu fais ça. Il y a pendant plusieurs minutes, tu ne m'as pas regardé, il y a un problème. Tu disais tout à l'heure qu'il se désynchronise. Oui. Donc toi, tu peux remarquer la désynchronisation. Oui. Donc au début, quand je dis là, au début sur ce profil-là, c'est que le pervers narcissique va plus ou moins rapidement commencer à mettre du doute. Mais il va rester dans cette phase de séduction. C'est si la personne ne répond pas ou ne rassure pas, et elle ne rassure jamais, puisque comme j'ai dit, c'est abyssal, que petit à petit va commencer la rupture de relation. Ce que je veux dire, c'est quand tu vois la victime oui. va remarquer, elle, cette désynchronisation, elle peut mettre du doute. Alors, elle peut mettre du doute. Elle peut se dire, ah, c'est un truc qui ne va pas, absolument. Est-ce que ça me convient ou pas? Et oui, mais le problème, toute personne peut repérer ce problème, cette désynchronisation. Attends, mais oui, c'est ça. Je ne l'ai pas regardé. Parce que le doute, c'est normal aussi. Et le doute, il est normal. Dans la relation, il est toujours... Absolument. Mais pour pouvoir assumer le doute, là, et dans nos émotions, et dans notre corps, il faut être suffisamment capable de s'appuyer sur quelque chose de sécure. Deuxième chose, c'est que comme le pervers narcissique a mis en place toutes les attentes de l'autre, remettre en doute ça, c'est renoncer à quelqu'un qui nous offre tout ce qu'on attend. Et c'est très difficile. Mais oui. Renoncer à quelqu'un qui répond à toutes nos attentes. Alors certes, bon,
Ben, je n'ai pas regardé au restaurant, mais finalement, peut-être qu'effectivement, je ne l'ai pas regardé. Bon, ben maintenant, je vais me mettre à le regarder tout le temps. Et là, c'est parti. Pourquoi je dis ça? Parce que quelqu'un dans une relation qui se met à vous reprocher de ne pas, qui n'a pas été le centre de toute votre attention toute la journée, tout le temps, c'est qu'il y a un problème. Car quand on est suffisamment rassuré soi avec soi, on n'a pas besoin d'être le centre d'intérêt de tout le monde ou de la personne à laquelle on est censé être attaché 24 heures sur 24. Certes. Maintenant, tu peux me dire comment on fait la différence entre... Oui. C'est ça qui est perturbant pour la Oui. compréhension, pour la mienne en tout cas. C'est le pervers narcissique va, par exemple, choisir ce truc-là, tu ne m'as pas regardé, ou autre. Et ça, c'est très intéressant comme exemple. Parce que je pensais tout à l'heure à cette fameuse désynchronisation où justement, il va couper le lien. Et donc, la personne en face va se dire, qu'est-ce qui se passe? Il ne me regarde pas, il ne me parle pas, ou il est froid, ou ceci, cela. D'accord? Donc, cette personne va se dire, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Et à ce moment-là, elle va pouvoir s'en ouvrir à l'autre en disant, qu'est-ce qui se passe pour toi? Donc, tu vois, tu as choisi cet exemple. Absolument. Dans une relation ordinaire, qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'il va y avoir qu'est-ce qui se passe pour toi et il n'y a pas de rupture de la relation. C'est-à-dire que du coup, l'autre va dire, pendant un moment, j'étais en train de te raconter un truc, ça avait l'air de ne pas t'intéresser, ça m'a blessé. Mais on est dans de la relation. Et on est dans ce que j'appelle naturellement, pour toute relation, qu'elle soit amicale, professionnelle, amoureuse, un ajustement relationnel. C'est-à-dire qu'on apprend à se synchroniser. Qu'est-ce qui se passe là? On n'est pas du tout là-dedans. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que ça ne va pas être tu as fait quelque chose qui m'a blessé, je reste en relation avec toi et je cherche à garder le lien. Ça va être, tu dois bien le savoir, tu m'as blessé, il n'y a plus de relation. À toi de te débrouiller pour me récupérer. Voilà la différence. Et la différence, elle est là. Et que ça doit alerter immédiatement. Quelqu'un que vous connaissez depuis très peu de temps, avec lequel, à un moment donné, il y a des choses qui ne se passent pas bien, et qu'en face, il y a une rupture de lien, en disant ben, c'est à toi de faire le boulot pour revenir vers moi, parce que ce que tu as fait là, c'est épouvantable, les warnings doivent être allumés immédiatement. Voilà. Et ça, c'est fondamental, parce qu'effectivement, ça, ce n'est plus un lien d'attachement dans lequel on cherche à s'ajuster, parce qu'on ne peut pas toujours faire plaisir à l'autre, et que c'est aussi une histoire d'interrelation. Mais là, comme on est dans un lien d'attachement, c'est à toi de revenir vers moi. Soit tu dois bien savoir ce que tu as fait, ou ben maintenant, débrouille-toi pour me reconquérir. Comment ça se passe quand on pose ses limites avec un pervers? Eh bien, justement, ce que je disais tout à l'heure, soit il y a une rupture de lien, soit il y a de la colère, soit il y a de la menace sur... la même chose, quoi. Mais oui, froid, puis ce truc de « mais sans moi, tu n'es rien ». Et c'est là qu'on est dans la toute-puissance. L'idée que une personne ne peut être une personne que parce qu'elle est en relation avec nous, ça veut dire qu'on est Dieu. C'est la toute-puissance. Et elle peut se mettre partout. Or, la toute-puissance, c'est pas de la relation. Non, c'est très enfant. Absolument. Ok. Eh bien, merci beaucoup Bruno pour cet éclairage. J'espère avoir été clair. Si jamais il y a des questions, je pense que... Oui, mettez-les dans les commentaires. Voilà. Mettez-les dans les commentaires et on pourra refaire une vidéo d'ailleurs, peut-être courte. Sur des réponses aux questions. Des réponses aux questions. Absolument. Oui, on peut enclencher ça. Bruno, on va se retrouver pour une autre vidéo sur les thérapies psychédéliques. Tu es d'accord? Ok. Parce qu'en tant que psychiatre, j'aimerais beaucoup avoir ton avis. Pas de problème. Prochain dossier dans Infinité. À bientôt. À bientôt. Au revoir.